Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, Ramallah comme vous ne l'avez jamais vu, mais aussi une artiste qui raconte son histoire entre samba et trance et un auteur qui a suivi la trace des frères musulmans. C'est ce qu'on appelle, nous, un cocktail Mare Nostrum. Anissa Ben Salah, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes chanteuse, votre premier album s'intitule Matrice, et si on veut bien le prononcer, Matriche. Vous serez en concert à Alger, salle Ibn Zaytoun, le 20 février prochain. À 19 h, si les Algérois nous entendent. Flavie Pinatel, merci d'être avec nous. Vous avez réalisé le documentaire Ramallah. Il sera présenté les 7 et 10 février au cinéma des cinéastes à Paris dans le cadre du Festival international du film d'environnement. C'est organisé par la région Île-de-France. Et puis, avec nous également, Mickaël Prazan, bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur, vous êtes réalisateur également, comme Flavie Pinatel, et vous avez écrit Frères musulmans, enquête sur la dernière idéologie totalitaire. On verra comment analyser ce qui se passe aujourd'hui en Égypte avec vous. Édition de ce livre, c'est chez Grasset. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas commencé en musique. Alors voici un extrait de l'album Matriche, donc d'Anissa Ben Salah. Le premier titre s'appelle Oxossi. Oxossi, on prononce Oxossi, regardez. Rei de Queto, cabota mata, na Bahia, São Jorge, no Rio, São Sebastião. Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração. Na Bahia, São Jorge, no Rio, São Sebastião. Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração. Alors Anissa Ben Salah, qui est donc ou qu'est-ce donc Oxossi? Alors Oxossi, c'est une entité vaudou qu'on retrouve très souvent dans la culture du candomblé au Brésil. Et c'est une entité qui représente la nature, la chasse, et c'est surtout les forêts tropicales. Voilà. Alors vous chantez, on vient de l'entendre en portugais, vous chantez aussi en français et en arabe, multilingue. Est-ce que selon vous c'est important dans une période finalement où il y a des crispations, où on essaie de mettre finalement chacun de nous dans des cases avec des étiquettes identitaires? Ah bah oui, je pense que c'est... Enfin, moi en tout cas, j'essaye de mettre ça en avant parce qu'effectivement, bon, il y a une langue assez dominante qui est l'anglais en musique. Et je voulais justement, même si je chante, il m'arrive de chanter en anglais, mais j'avais envie que dans mon projet, j'avais envie de choisir des langues qui étaient déjà les miennes et qui ne soient pas les langues dominantes, on va dire. Voilà, c'était important pour moi. Alors vous avez un titre qui est intitulé Ya Tafel, vous chantez ceci: Ô enfant, ne construis pas de murs, leurs pierres sont des cornures, tes pierres seront d'usure. Qu'est-ce qui a inspiré ces paroles, Anissa Ben Salah? Alors ce qui m'a inspiré ces paroles, c'est tout simplement un documentaire sur lequel je suis tombée par hasard voilà, sur Arte. Et d'ailleurs j'ai oublié le nom de ce documentaire et j'aimerais bien le retrouver. C'était la question israélo-palestinienne vue par des enfants. Et j'étais vraiment profondément bouleversée, choquée par le fait que des enfants soient vraiment, comment dire, complètement victimes en fait d'une histoire lourde, d'une histoire longue, et sans vraiment comprendre vraiment tout ça, l'ampleur de toute cette histoire. Et je me suis sentie responsable en fait, en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte, je me suis sentie responsable de ça. De voir toute cette lourdeur dans la bouche des enfants. Alors si quelqu'un retrouve le nom de ce documentaire qui m'échappe, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux de Maghreb Orient Express. Alors vous me tendez la perche, puisque vous, Flavie Pinatel, vous êtes intéressée à Ramallah. Le mur que vous évoquez, il passe bien entendu en Cisjordanie et donc dans la région de Ramallah. Qu'est-ce qui vous fascine avec cette ville palestinienne, Flavie Pinatel? Eh ben, cette ville palestinienne, je l'ai rencontrée en 2008. J'ai accompagné une photographe qui faisait un travail sur le territoire israélien et palestinien. Et je me souviens très bien que dans le car, en y allant, je me demandais à quoi m'attendre. Ramallah, ça a résonné en moi, mais je me disais, est-ce que ça ressemble à Gaza? Est-ce que ça ressemble à Jérusalem? Qu'est-ce que c'est que cette ville? Et en fait, en arrivant à Ramallah, j'ai découvert une ville vivante, colorée, extrêmement accueillante. Donc évidemment, il y a ce mur, on passe
Le checkpoint de Calandia, c'est un peu laborieux, mais une fois qu'on a passé ce checkpoint, voilà, on découvre une ville pleine de jeunes, il y a beaucoup d'universités. Je me suis vraiment, j'ai vraiment gardé en tête ce premier regard sur la ville, cette forte impression que j'avais eue de la ville, et je l'ai gardé en tête pendant tout mon tournage. Voilà, et j'ai essayé de rendre ce côté extrêmement vivant et coloré, avec des jeunes, des enfants qui jouent dans la rue. Enfin, c'est une ville. Voilà. Alors Flavie Pinatel, de retour d'un voyage au long cours donc à Ramallah, vous avez filmé les rues de la ville elle-même, vous avez aussi rencontré ses habitants. Extrait. My name is Marwan Asad. I'm a producer and a DJ. The real problem in Ramallah is that when you see all these buildings and you see all these new streets and how the city is becoming so big, and unfortunately our economy is really messed up. People are not really making good money. Of course, it's all because most of our economy is either based on the money coming from outside, whether from Europe or from USA or the Arabian countries, and whenever they want to stop it, they stop it, and of course when they stop it, the whole city stops. When you look at Ramallah from outside, you think that, okay, everybody in Ramallah is rich, everybody has money, well, practically the banks and just like 4 or 5% of the population, they own and they control how the city runs, and of course this affects us politically, socially and economically. Flavie Pinatel, ce qui est assez formidable avec cet extrait, c'est que finalement, oui, il résiste, il lutte contre les clichés, mais en même temps, on est aussitôt rattrapé par la réalité. Ce DJ nous parle de politique, d'économie. Il nous dit finalement que Ramallah est un mirage, comme l'écrit Benjamin Barthes. Effectivement, et c'était important pour moi de le rendre. C'est vrai que j'ai beaucoup filmé des fêtes et qu'il y a une vie nocturne assez importante à Ramallah. Maintenant, quand je filmais les fêtes, je discutais avec les jeunes qui me disaient attention, de ne pas montrer que Ramallah n'est qu'une fête, que c'est super ambiance et la boîte de nuit. Voilà, il faut amener tous les paradoxes de la ville et c'était pas évident. Et je trouvais que du coup, commencer, voilà, cet extrait, il est assez représentatif de mon film. C'est-à-dire que je montre quelque chose que je dédie aussitôt. Voilà. Et le film joue un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit aussi des immeubles qui se construisent et plus tard, le film explique qu'en fait, c'est des investisseurs étrangers, que la plupart des immeubles sont vides. Voilà. Et c'est vrai que Ramallah est une ville pleine de paradoxes et vraiment, j'avais envie de le mettre en exergue. Alors tiens, un autre paradoxe qui ne vous a pas échappé, et c'est pour Michaël Prazan, la maire de Ramallah, s'appelle Jeannette Khoury. Elle est chrétienne. Pas forcément pratiquante, mais elle est chrétienne, membre du FPLP, marxiste, et elle a gagné grâce, je vous vois sourire, aux voix du Hamas. Pas si totalitaire que ça, les frères musulmans, Michaël Prazan. Quand ils ne sont pas au pouvoir, non, ce sont de bons démocrates en général. Le problème, c'est quand ils accèdent au pouvoir. Mais c'est sûr qu'il y a une société palestinienne qui est très, très diverse. Maintenant, il faut faire l'expérience d'aller à Ramallah, et ensuite à Gaza. Et on se rendra compte qu'on a un décalage géographique qui n'est pas gigantesque, parce qu'on est dans un mouchoir de poche, mais enfin, dans les mentalités, dans les manières de vivre, c'est très très différent. C'est vrai que Ramallah, c'est presque une ville israélienne, enfin, qui vit... On est à un jet de pierre de Jérusalem. Hein. On ne se rend pas compte aussi des... Alors qu'à Gaza, on est clairement dans une société égyptienne. Donc il y a quand même des modes de vie et des manières de penser très différentes. Avant d'aborder l'Égypte, justement, Michaël Prazan, peut-être au niveau mondial, déjà, expliquez-nous en quelques mots. On l'a déjà fait, mais peut-être que vous aurez une approche différente. Vous avez enquêté sur cette organisation. Comment vous la décririez finalement? C'est une organisation protéiforme qui est née en 1928, qui a été créée par un enseignant égyptien qui s'appelle Hassan al-Banna, et dont la vocation première, c'est de débarrasser d'abord le pays, mais la région entière, du colonisateur occidental, qu'il soit français, qu'il soit en l'occurrence ici britannique. Mais elle a une vocation qui est d'entrer la reconstitution du califat islamique,
qui, peu ou prou 4 ans en fait, avant la création de l'organisation, s'est effondré et a donné place à des pays colonisés, des États-nations de type occidental. Donc c'est contre ça, surtout, que naît la confrérie, avec une lecture de l'islam, évidemment, extrêmement fondamentaliste. Et sa vocation, c'est... dans un premier temps, en tout cas, de s'étoffer. Et donc, il va y avoir un prosélytisme très actif qui va permettre à la confrérie, en très très peu de temps, d'abord de se développer en Égypte et puis de se développer dans les autres pays de l'ancien califat, la Syrie, évidemment les premiers mouvements palestiniens et finalement toute la région, et à très vite devenir à la fois une force politique et une lecture religieuse de l'islam. Alors votre livre est sorti au mois d'août, donc un mois après le renversement de Mohamed Morsi en Égypte. Comment s'organise aujourd'hui la confrérie? Vous le dites vous-même, ils sont chassés, traqués, emprisonnés. Il y a une répression assez terrible en Égypte contre la confrérie. Comment s'organise-t-il? C'est la clandestinité à nouveau? Alors, évidemment, les situations sont différentes selon les pays, parce qu'aujourd'hui, on a une organisation mondialisée où il y a une présence dans 80 pays du monde. Donc, c'est une organisation, un réseau, une philosophie très largement répandue sur l'ensemble du monde. Maintenant, c'est sûr que la maison mère reste la maison égyptienne. Que ce qui s'est passé au moment du renversement de leur gouvernement et de la prise du pouvoir des militaires menés par le général, ou devrait-on dire aujourd'hui le maréchal, ou je ne sais plus, il a un nouveau titre, Al-Sisi. Ah bah tous les jours il y a un nouveau titre. Voilà. Hein, c'est un coup terrible, d'abord local évidemment, mais on sent bien, et le monde arabe, je ne cesse de le dire, est une partie du monde où la psychologie, où l'émotionnel, plus qu'ailleurs, prend une part importante dans les grands bouleversements du monde. Je dis souvent que la révolution islamique en Iran n'a pas fini encore aujourd'hui de créer une onde de choc qui se poursuit. Et donc, c'est très difficile de savoir quel va être le résultat concret sur la durée de ce qui s'est passé en Égypte. Mais on a vu tout de suite des conséquences immédiates. La chute d'Enarda en Tunisie, l'isolement terrible dans lequel se retrouve aujourd'hui le Hamas à Gaza. Donc, les conséquences n'a pas sont chuté, immédiates. ils se sont retirés du gouvernement après, effectivement, un bras de fer politique avec Dès le l'opposition. lendemain de la chute des frères, il y a eu une manifestation. Il y a eu quand même menée par Enarda, une incidence. qui est un aveu d'échec. Voilà. Alors, on va peut-être venir vers vous, Anissa, vous qui voyez ça d'assez loin finalement, puisque vous bougez beaucoup, même si aujourd'hui vous êtes installé en France. Quel regard portez-vous sur ces soulèvements en Méditerranée? On a vu récemment au Brésil aussi des mouvements de revendication pour dire ça suffit, arrêtez de croire que nous sommes juste le pays du football, on veut aussi profiter des dividendes. On retrouve quand même finalement les mêmes messages, les mêmes revendications? Alors, on retrouve plus ou moins les mêmes messages, ce n'est pas du tout les mêmes phénomènes, à mon sens. Ce qui s'est passé au Brésil, ce qui se passe au Brésil et ce qui se passe dans le monde arabe. Moi, je vois ça d'un point de vue de jeunes femmes n'ayant pas vécu, parce que ça aussi, il faut le dire, hein, je n'ai pas grandi en Algérie. Je n'ai pas, par contre, j'ai vécu au Liban quelques années quand j'étais petite. Je vois tout ça comme quelque chose de très positif, quelque chose de très prometteur. Je suis pour les libertés d'expression, les libertés individuelles, les démocraties. Après, évidemment, il n'y a pas de révolution sans dégâts. Donc ça, c'est un peu... voilà, on accompagne tout ça de loin avec les informations qu'on récolte aussi en France, en Occident. Je suis parfois un petit peu frustrée aussi de ne pas avoir d'autres sources d'informations qui soient plus variées, plus directement liées aussi aux informations locales. Vous serez à Alger, on l'a dit, le 20 février, pardon. Vous n'y êtes pas allé depuis 6 ans en Algérie. Vous pensez justement que ça sera l'occasion de prendre la température, de voir finalement l'état d'esprit peut-être d'une jeunesse en Algérie? Complètement. D'ailleurs, je vais pour les concerts, mais je vais rester aussi. Je vais y rester pas mal de temps là-bas parce que j'ai besoin d'y aller. Ça me manque beaucoup. L'Algérie me manque beaucoup. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Et c'est surtout que j'ai eu l'occasion d'aller jouer au Brésil, à Brasilia, pour célébrer la semaine culturelle arabe. Donc c'était en novembre. Et j'ai rencontré des musiciens extraordinaires, notamment algériens, les Djmaoui Africa. Et là, j'ai vraiment réalisé à quel point il y avait eu une ébullition, une explosion en matière de création dans le domaine musical. Et je me suis sentie vraiment, je me suis dit zut,
Il s'est passé tout ça et j'étais pas là. Alors, vous citez en présentation de votre album, vous citez le poète Mahmoud Darwish et voici les vers. Hein. Un homme marche dans les steppes en quête de sa paix sur la crête des vagues, de la mer et du désert. Il brandissait une île pour exister. En effet, la terre nous est étroite. Moi qui ai défendu mon voyage vers ma destinée, je chante. Oui. C'est vous, cela? C'est pour ça que vous le citez? Oui, c'est moi. Je me suis reconnue évidemment là-dedans, mais c'est tellement universel, ça transcende. Chacun d'entre nous. Oui, ça transcende chacun d'entre nous. Oui. Et c'est une citation de Mahmoud Darwish que je fais tout le temps en concert, tout le temps en live. À chaque fois. À chaque fois. Flavie Pinatel, revenons à Ramallah, si vous le voulez bien. Vous avez rencontré donc ce DJ dans sa discothèque. Quelles sont les autres rencontres qui vous ont marqué au point de les mettre dans votre documentaire? Il y en a eu plein, c'était chaque fois très différent. Je pense que les rencontres les plus frappantes, c'est avec les jeunes de moins de 25 ans. Voilà, j'ai été vraiment étonnée par leur niveau de culture, par leur lucidité, par leur désir de vivre aussi, vraiment. Voilà, ils ont envie d'aller faire des études à l'étranger, d'aller et venir. Ils sont de fait assez politisés, mais de façon plutôt intelligente. Je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué à Ramallah. Que vous retenez? Ouais. Je reviens vers vous, Michael Prazan, il n'est pas sorti en août, il a été bouclé en août, c'est Nuance, il vient de sortir. Comment expliquez-vous, beaucoup d'Égyptiens d'ailleurs étaient très critiques envers les États-Unis au début du soulèvement anti-Moubarak, enfin en tout cas après, à l'après-révolution, en disant pourquoi est-ce que vous soutenez les frères musulmans? On vous pose aussi la question, pourquoi est-ce que les États-Unis ont toujours, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais soutenu la confrérie? C'est assez complexe et je pense qu'on ne peut pas assimiler les situations. Pendant toute une période assez longue, c'est la période de la guerre froide, c'est la période qui démarre d'ailleurs et qui va s'intensifier avec la guerre du Vietnam, les États-Unis ont une obsession qui est partagée par la confrérie, c'est-à-dire la lutte contre le communisme. C'est l'ennemi à abattre et de ce point de vue, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Enfin, c'est ça qui a prévalu comme logique. C'était un contexte, oui. Voilà, du soutien des Américains très important accordé aux frères. Je pense que les choses changent très clairement tout de même à partir de la chute du mur. Et puis ensuite, le 11 septembre, tout ça va quand même relativiser ce soutien accordé à l'islamisme au sens large et puis aux frères musulmans en particulier. Ce qui a motivé les États-Unis à sceller leur partenariat dès l'élection de Mohamed Morsi, c'est une logique différente. C'était la volonté de sécuriser les accords conclus, et notamment les accords de paix de Camp David avec Israël. Il y avait eu, une inquiétude sur ce grand pays égyptien qui rassemble une part importante du monde arabe, qu'il bascule dans l'inconnu, n'était pas possible pour les Américains. Et donc il y a eu un forcing diplomatique pour sécuriser et faire des États-Unis le partenaire de ce nouveau pouvoir. En plus, les États-Unis se revendiquaient, après la chute du mur, après la fin du communisme, comme très légalistes, et donc ils soutenaient la démocratie, ou ce qu'ils pensaient être la démocratie, partout où elle se manifestait. Donc il y avait ça, et puis on voyait bien qu'il y avait un mécontentement face aux dictatures des populations, et donc il était très délicat pour l'Occident, et les États-Unis en particulier, de soutenir, ou en tout cas d'avoir la nostalgie de ces pouvoirs déchus et honnis des populations. Voilà ce qui, en gros, a présidé à ce partenariat, mais qui était un partenariat de convenance, si on peut dire, qui n'était pas un partenariat vraiment politique ou idéologique. Autre acteur, en quelques mots, peut-être Michael Prazan, le Qatar qui soutient les frères musulmans, l'Arabie Saoudite, dont on dit que ce pays aurait joué un rôle essentiel dans la chute de Mohamed Morsi. Quel est votre avis à ce sujet? Là aussi, méfions-nous peut-être des caricatures, ou est-ce qu'il y a un vrai, l'Arabie Saoudite, c'est l'ennemi juré des frères musulmans? Oui, aujourd'hui, oui, très clairement. Quant au Qatar, il a une volonté de puissance démesurée, et surtout depuis le succès de sa meilleure ambassade du soft power qu'est Al Jazeera. Et donc, le Qatar, depuis de très nombreuses années maintenant, essaie de gagner des parts de marché en termes d'influence, en termes de rayonnement politique et une volonté de s'imposer sur la scène internationale. Donc, ils ont joué la carte frériste très clairement dans tous les pays où ils étaient en pointe, et très particulièrement en Égypte, où ils ont absolument tout financé. Et évidemment, il y a une compétition en termes d'influence avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a été dénoncée pour son soutien à l'islamisme par les Américains au lendemain du 11 septembre, et qui ont complètement viré leur cutie de ce point de vue-là. Ils étaient les partenaires depuis l'origine de la création de la confrérie. Ils ont mis ce partenariat très clairement en sourdine, et ils l'ont d'ailleurs totalement revu à la baisse. Et le Qatar a pris la place. Voilà en gros ce qui s'est passé. Aujourd'hui,
L'Arabie Saoudite soutient très fermement et a été le seul pays, au fond, et très vite, à soutenir le coup d'État de cet été, alors que le Qatar est, il faut bien le dire, un petit peu déboussolé. Il est en retrait, oui. Flavie Pinatel, peut-être à Ramallah, que vous dit-on? On a bien compris que géographiquement, c'était, même si tout est petit dans la région, c'était pas proche de Gaza. On imagine que les Gazaouis sont plus directement concernés par ce qui se passe, ne serait-ce que par le poste de Rafah qui ferme et qui rouvre. Et les nouvelles autorités égyptiennes ont porté un sérieux coup dur, finalement, à la liberté, entre guillemets, dans ce point de passage. Est-ce qu'à Ramallah, on vous en parle de ce qui se passe en Méditerranée, l'Égypte, la Tunisie? Finalement, on retrouve un peu les mêmes schémas aussi dans les territoires palestiniens, la corruption d'un côté. Oui. Après, c'est vrai que leur histoire étant vraiment pas réglée du tout, ni en cours de règlement, enfin, on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup. Ils sont quand même assez focalisés sur ce qui leur arrive, mais oui, bien sûr, ils s'intéressent à ce qui se passe dans la région. Oui, bien sûr. Alors vous vous intéressez aussi beaucoup à l'Algérie, hein, puisque vous allez bientôt, c'est même le cas, et c'est jusqu'au 15 février à la Galerie des Grands Bains-Douches de la Plaine à Marseille. Vous allez présenter votre installation vidéo, El Jazair. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce projet ? Alors bien sûr, en fait, en rentrant de Ramallah, je me suis interrogée un petit peu sur le passé colonial de mon pays et j'avais un petit peu envie de recoller les morceaux, c'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai grandi à Marseille, donc on était tous mélangés, on savait à peine qui venait d'où, voilà. Et du coup, c'est vrai que je me souvenais de maisons qui avaient fait la guerre, il fallait pas en parler, puis c'était pas vraiment une guerre, donc j'ai eu envie d'aller un peu farfouiller là-dedans. Et découvrir finalement une ville dont on dit qu'elle est aussi quelque part la jumelle de Marseille, Alger. Alors, verdict? Alors, verdict, je trouve qu'Alger est bien plus belle que Marseille. Je m'excuse vous n'allez pas vous faire que des amis, là. Enfin, beaucoup d'amis à Marseille, mais pas que... Je m'excuse pour mes amis marseillais, mais c'est vrai que j'ai été subjuguée par la beauté d'Alger. Voilà, et pas que d'Alger d'ailleurs, parce que je me suis un petit peu promenée et j'ai été assez fascinée par ce pays, où j'ai été extrêmement bien accueillie aussi, voilà, beaucoup par des réalisateurs. Et alors le travail que je propose à la Galerie des Bains-Douches, si vous voulez, c'est des portraits de gens qui ont eu un lien entre la France et l'Algérie. Donc c'est des portraits de gens assez atypiques, qui ne sont pas du tout représentatifs de ce lien. J'ai par exemple un portrait d'Adolfo Kaminski, faussaire en faux papier, donc juif, argentin, français. Dont on a déjà beaucoup parlé à TV5 Monde, qui est un homme extraordinaire. Voilà, donc voilà, j'ai un portrait de ce monsieur qui a beaucoup aidé l'indépendance algérienne, a fait des faux papiers pour le FLN, donc je trouvais qu'il redonnait du sens aussi pour moi à ce que j'avais vécu en Palestine et à l'histoire France-Algérie. J'ai un monsieur qui s'appelle Jacques Pradel, portrait d'un monsieur qui s'appelle Jacques Pradel, qui est un pied noir progressiste, voilà, comme il se nomme. Il a monté une association des pieds noirs progressistes, et lui dit qu'il a réfléchi, en fait, qu'enfant, il a vécu donc cette guerre qui l'a beaucoup marqué, et que finalement, avec le temps, il s'est rendu compte que, et bien évidemment, c'était absolument légitime. Les portraits, toujours pour lutter contre les clichés, Flavie Pinatel. Oui. Anissa Ben Salah, les projets, quels sont-ils pour vous alors? Il y a donc ce disque, il y a ce concert en Algérie. Comment envisagez-vous la suite? Oula, la suite, elle est vaste longue. Question. Très, très vaste question. Alors, la suite, je l'envisage... alors, j'ai beaucoup creusé musicalement du côté du Brésil. Et maintenant, le chantier, je pense qu'il est du côté de l'Afrique du Nord. Voilà. Et c'est un vaste chantier. Le voyage qui continue. Et l'Institut du monde arabe, peut-être aussi? L'Institut du monde arabe, voilà, je vais passer là-bas en juin, le 13 juin. Au mois de juin, voilà. Ça c'est dit. Michael Prazan, après les frères musulmans, est-ce que vous envisagez un autre sujet d'enquête dans la région ou pas forcément? Vous travaillez sur d'autres sujets? Oui, et notamment un gros film de 2 heures qui n'a rien à voir, puisque c'est l'histoire d'Ellis Island, l'histoire de l'immigration américaine dans la première moitié du siècle et des destins incroyables qui ont façonné l'Amérique d'aujourd'hui, en fait. C'est pour Arte, ça sera diffusé en prime time le 11 mars prochain. Voilà, chez nos partenaires d'Arte. Merci à tous les trois. Alors, je vous le disais avant cette émission, puisque vous me posiez la question, Maghreb Orient Express fête tout juste ses 3 ans et un jeune dessinateur algérien, Riles Aynouch, que vous connaissez, nous a offert ses dessins en guise de cadeau. On a été plutôt gâtés. Voilà donc Riles Aynouch, avec toujours son œil incisif. On salue d'ailleurs Béjaïa et Alger.
puisqu'on sait que beaucoup nous regardent en Algérie. Et il y a notamment un dessin très informatif, vous allez le voir, puisque désormais Maghreb Orient Express est traduit en langue arabe à partir donc d'aujourd'hui sur TV5 Monde Maghreb Orient. Voilà, merci beaucoup à Riles Aynouch, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On aura l'occasion de vous entendre à nouveau sur TV5 Monde. Merci à tous, on se retrouve quant à nous dimanche prochain. D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux de TV5 Monde et de Maghreb Orient Express. À très vite sur TV5 Monde.